Chapitre 7. La nicotine. Et que vient donc faire la nicotine dans cette galerie de portraits? Je l'appellerai le neurotransmenteur. Au départ, ce sont les plantes qui l'ont inventé. C'est un redoutable insecticide. Ces plantes sont les solanacées, qui comptent environ 2700 espèces, dont la pomme de terre, la tomate, l'aubergine, les piments, les pétunias, les daturas et des plantes très toxiques ou psychotropes, la belladone, la mandragore, la morelle et le tabac. Cette famille botanique rassemble ainsi d'excellents légumes et des poisons très violents. La nicotine est un moyen de défense contre les herbivores et les insectes. C'est un neurotoxique puissant qui est apaisant à très faible dose, stimulant à dose modérée et mortel à dose élevée. Tout est paradoxal et biphasique dans la nicotine. Tous ces effets ont deux phases où se succèdent les stimulations et les insensibilisations. Effets paradoxaux de la nicotine. Les tomates n'ont pas à rougir du moyen de défense qu'elles ont inventé. La nicotine est très élaborée. Elle s'assure le pouvoir sur le système nerveux central, sur le système nerveux autonome et sur le système nerveux somatique en multipliant les poids d'impact. C'est à la fois très complexe et lumineusement simple. Il suffit de mimer l'effet d'un neurotransmetteur majeur pour l'organisme, l'acétylcholine. C'est ce que fait la nicotine. Elle est donc un acétylcholino-mimétique. L'imposture biochimique. La caractéristique d'un imposteur, c'est de prendre la place de quelqu'un, de faire croire qu'on en a les caractéristiques ou les capacités sans vraiment les avoir. La nicotine est un imposteur, en faisant croire qu'elle a les caractéristiques de l'acétylcholine. Elle en déclenche certains effets parasympathiques à faible dose et certains effets sympathiques à forte dose. Premier problème, c'est que cet imposteur n'est pas sous le contrôle du système nerveux autonome. La nicotine n'est pas autorégulée comme l'est l'acétylcholine. La régulation dépend alors de l'apport en nicotine fumée. Sans cette régulation, il y a saturation en pseudo-acétylcholine. Donc le corps se défend et compense le déséquilibre en augmentant sa production d'hormones sympathiques. D'où le déséquilibre et les effets sympathiques de la nicotine à forte dose. Lorsque le fumeur fume, il sature tous ses récepteurs en quelques secondes. Effet stimulant sympathique. Peu à peu, le niveau de la nicotine baisse et les effets de relaxation s'installent. Effet parasympathique. C'est un mensonge. Toute la régulation du système nerveux autonome n'est plus automatique, mais sous la seule influence des cigarettes successives qui stimulent puis relaxent. Des montagnes russes émotionnelles et physiques. C'est ça le montage rusé de la nicotine. Deuxième problème. L'acétylcholine, la vraie, est éliminée très rapidement. Les récepteurs sont libérés instantanément pour permettre une adaptation efficace en temps réel. La nicotine, la fausse acétylcholine, prend la place et la garde beaucoup plus longtemps. Ce n'est plus une simple prise de pouvoir transitoire, c'est une dictature chimique inamovible. Seule une révolution peut en venir à bout, cesser de fumer. Troisième problème, tout ne serait pas si grave s'il n'y avait pas la dépendance. Elle est aussi, malheureusement pour les fumeurs, totalement sous le contrôle de l'acétylcholine et donc de son imposteur, nous le verrons dans quelques paragraphes. Au niveau des organes,
La nicotine a les mêmes effets que l'adrénaline et le cortisol. Effet rapide sur la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension artérielle par constriction des artères. C'est un rush de vie, une impression de présence vitale éphémère, une bouffée stimulante, mode shot, mode scout, toujours prêt et alerte. Comment cela s'explique au niveau physiologique? La glande surrénale est très sensible au niveau d'acétylcholine, car elle est chargée de la compenser en permanence. La partie centrale, médulaire de cette glande, la médullosurrénale, est la principale sécrétrice d'adrénaline. Lorsque l'acétylcholine augmente, cette glande docile réagit directement et fabrique l'adrénaline pour compenser. La partie périphérique, corticale de cette glande, l'écorce, la cortico-surrénale, est le fournisseur en cortisol pour tout le corps. Il est sous la dépendance de neurotransmetteurs appelés catécholamines, qui sont stimulés par l'acétylcholine au niveau du cerveau. C'est ainsi que l'acétylcholine et son imposteur influent directement sur le système nerveux sympathique, brièvement pour la première, durablement pour le second. La nicotine est un stresseur chimique. Elle induit les mêmes effets et les mêmes conséquences que le stress chronique. Maladies cardiovasculaires, vieillissement prématuré, hypertension artérielle, détérioration de la peau, épaississement du sang, problèmes de coagulation, troubles digestifs avec diarrhée ou constipation, maladies rénales, diabète et autres maladies métaboliques, troubles du système immunitaire, baisse de la libido et des hormones sexuelles, hypercholestérolémie, réduction des facultés mentales, troubles de la mémoire et de l'attention, difficulté à prendre des décisions, insomnie, migraine, et la liste peut s'allonger. Au niveau du cerveau, c'est également complexe, mais je vais simplifier au maximum. Être à la limite du simpliste, c'est suffisant pour comprendre. En bloquant les récepteurs d'acétylcholine, la nicotine augmente, en réaction, la sécrétion d'autres neurotransmetteurs ou hormones dont la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. Cet effet est très rapide, inférieur à 7 secondes, soit la première bouffée d'une cigarette. La stimulation est intense, elle augmente l'impression d'alerte et de présence, due à la noradrénaline, donne une impression de plaisir et de bonne humeur relative, sérotonine, et stimule le centre de la récompense, dopamine. L'impression d'euphorie est immédiatement suivie par une impression de relaxation en raison de l'effet mimétique de l'acétylcholine. La dépendance de la cigarette. C'est volontairement que je n'ai pas écrit la dépendance à la nicotine. C'est un vaste débat qui mobilise les chercheurs depuis des décennies. Une fois de plus, la nicotine est paradoxale et brouille toutes les pistes, y compris les messages scientifiques. C'est bien davantage la cigarette au complet qui rend dépendant que la nicotine seule, qui est assez peu addictive de dépendance comparativement aux autres drogues addictives. La plupart de ces substances stimulent le nucleus accumbens, qui est une partie du cerveau qui sécrète la dopamine. Cette sécrétion est relayée par l'acétylcholine. Vous l'auriez deviné, je parie. Toujours elle et toujours son imposteur, la nicotine. Je ne veux pas alimenter le débat, mais il y a quelques faits avérés qui sont essentiels de connaître. S'il est facile d'obtenir que des animaux s'administrent eux-mêmes de la cocaïne et d'autres opiacés, ils deviennent accros, c'est pratiquement
impossible avec la nicotine. Lorsqu'on a isolé une molécule active de plantes utilisée par les toxicomanes, cocaïne, morphine, tétrahydrocannabinol, alcool des boissons fermentées, s'il en est toujours trouvé pour expérimenter le nouveau produit et en devenir dépendant, en particulier en période de pénurie. La nicotine est présente en vente libre dans de nombreux pays, sous forme d'insecticides très peu chers. Elle n'a jamais été utilisée comme produit de substitution. La nicotine pharmaceutique, les gommes, les timbres, les cigarettes électroniques et les pulvérisateurs ont montré une efficacité très modérée pour aider au sevrage de cigarettes. En moyenne, seulement 6,75% des fumeurs qui y ont eu recours sont abstinents après 6 mois. Et pourtant, la majorité des études ont été financées par les fabricants de ces produits. De nombreuses hypothèses ont été avancées, toutes complexes. Il semblerait que ce soit l'association d'autres produits présents dans le tabac qui favorise la dépendance. Je suis aussi persuadée que l'utilisation de la respiration comme vecteur la favorise également. Il est clair que la cigarette et les autres moyens de dispenser la nicotine est addictive, qu'importe le mécanisme. Rien ne justifie au plan physiologique d'entretenir cette dépendance aux moyens de substitut. La nicotine est un neurotoxique qui tue ses utilisateurs par ses propres effets stressogènes et par son association à 4000 substances cancérigènes ou toxiques présentes dans chaque cigarette. Quel est le contenu en nicotine d'une cigarette? Les indications figurant sur le côté du paquet n'aident pas à répondre à cette question. Une fois de plus, la législation a été faite pour favoriser les cigarettiers. Pour la science et pour la santé, deux choses sont importantes. Les quantités de substances présentes dans la cigarette au départ et les quantités qui seront absorbées par le fumeur. Les indications sur les paquets ne concernent ni l'un ni l'autre. Elles se réfèrent à des machines à fumer, qui miment très mal le comportement réel des fumeurs. En réalité, il y a entre 6 et 17 mg de nicotine dans une cigarette. Heureusement, tout ne se retrouve pas dans le corps du fumeur. C'est tout de même entre 1 et 2 mg qui sont absorbés lors de la consommation de chaque cigarette. Les différences entre les cigarettes et les formes légères sont aussi faibles en termes de nicotine. Mais il ne faut pas croire que celles qui ont un goût de tabac moins prononcé sont moins dangereuses. Au contraire, des types de cancers liés spécifiquement à la consommation de cigarettes légères ont été mis en évidence. Des études montrent que beaucoup de fumeurs compensent la légèreté du tabac en tirant plus fort sur leurs cigarettes et qu'ils ont tendance à comprimer les espaces de ventilation situés autour du filtre avec leurs doigts. Le fait de pouvoir indiquer par exemple 0,8 mg de nicotine sur le paquet, alors que chaque cigarette en contient 10 fois plus, induit les consommateurs en erreur. Une telle pratique serait sans doute interdite si les cigarettes étaient considérées comme des médicaments ou comme des produits alimentaires. Mais une réglementation spécifique favorable à l'industrie a été mise au point il y a plusieurs années dans la plupart des pays. Symptômes de sevrage. Le sevrage est une séparation qui comporte la notion d'indépendance. Le bébé est sevré de sa mère pour devenir indépendant dans sa nutrition. Le jardinier sèvre une marcotte en enterrant une branche pour qu'elle prenne racine et devienne une plante autonome. Le sevrage de la dépendance est la voie de l'autonomie. La séparation de la nicotine et le sevrage tabagique sont pénibles sans jamais être dangereuses. C'est la crainte des symptômes qui empêche la plupart des personnes d'arrêter. Ce n'est pas l'intensité des symptômes qui pose le plus grand problème, c'est le fait qu'une seule bouffée de cigarette va y mettre fin instantanément.
C'est trop facile d'être soulagé des symptômes de sevrage. Une seule bouffée. 7 courtes secondes. La durée des symptômes est variable selon les individus. Elle dépend de l'ancienneté de la dépendance et du nombre de cigarettes fumées chaque jour. Elle est donc fonction du nombre total de cigarettes fumées. En moyenne, vous pouvez estimer la durée des symptômes en jours équivalente au nombre de cigarettes par jour que vous avez fumées. Exemple, un fumeur qui fume 15 cigarettes par jour peut estimer ressentir des symptômes de sevrage pendant 15 jours. C'est une moyenne, très aléatoire cependant. L'intensité et la durée dépendent aussi, en très grande partie, de vos croyances et vos attentes. Le mental est très important. Des études ont montré que des fumeurs ont ressenti des symptômes de sevrage alors que le taux de nicotine dans le sang était au niveau suffisamment élevé pour ne pas en déclencher. À l'inverse, d'autres fumeurs ont vu leurs symptômes disparaître en fumant des cigarettes sans nicotine qui avaient été glissées dans leur paquet à leur insu. Voici les symptômes les plus courants et leur signification. 1. Une impression d'étourdissement, de vertige ou de désorientation. C'est en grande partie dû à la présence d'une quantité plus importante d'oxygène dans votre sang. Le monoxyde de carbone présent dans les cigarettes limitait la quantité d'oxygène disponible. Ce gaz est un concurrent de l'oxygène. Il se substituait à lui dans les cellules. L'amélioration de ce symptôme est obtenue en 1 à 2 jours. Il en résulte une impression de plus grande attention et de clarté mentale. Une prise de poids. Une fois de plus, la nicotine en est la responsable. Plusieurs mécanismes sont concernés. Tout d'abord, il faut savoir que le fait de fumer augmente le métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie minimale dont votre corps a besoin pour vivre, respirer. Fumer augmente le métabolisme d'environ 200 calories par jour. Si celles-ci ne sont pas compensées par une réduction de l'apport calorique à l'arrêt du tabac, c'est 5600 calories excédentaires par mois qui pèsent sur la balance énergétique. 200 calories, c'est l'équivalent d'une heure de marche. Une augmentation de l'appétit. La nicotine étant un stimulant sympathique, à ce titre, elle agit sur la sécrétion d'insuline pour la bloquer. Ce blocage entraîne une légère hyperglycémie et le cerveau va masquer les signaux hormonaux de faim pour éviter de manger et d'aggraver cette hyperglycémie. À l'arrêt de la cigarette, l'effet coupe-faim de la nicotine disparaît. L'appétit augmente. Pour beaucoup de fumeurs en cours de sevrage, le besoin de fumer est inconfortable et le geste main-bouche devient un manque. La nourriture peut paraître une alternative intéressante. La nicotine mime l'effet de satisfaction de la nourriture déclenché par la sécrétion de la dopamine, l'hormone du plaisir et de la récompense. L'absence de nicotine est vécue comme un manque, un vide, une faim. C'est tellement simple d'y mettre fin, il suffit de manger. Des picotements. La nicotine a un effet vasoconstricteur. L'arrêt de l'inhalation de nicotine améliore la circulation périphérique et cela peut être une sensation bizarre au début. Cela ne dure que 1 à 3 jours. La constipation. La nicotine, en mimant l'acétylcholine, a un effet stimulant sur l'intestin. De nombreux fumeurs utilisent le tabac comme méthode de régulation du transit. Chez le fumeur, l'intestin devient lui aussi dépendant de la nicotine pour fonctionner. À l'arrêt de la cigarette, des problèmes de constipation peuvent surgir. La meilleure façon d'y remédier est de boire beaucoup d'eau, d'augmenter l'activité physique et de consommer des fibres issues de fruits et de légumes. Des troubles du sommeil. Qu'il s'agisse de problèmes d'endormissement, de durée ou de qualité du sommeil, plusieurs jours sont nécessaires pour rééquilibrer le système nerveux autonome qui est responsable de la régulation du sommeil.
Le fumeur a été surstimulé par la nicotine. Le retour à la normale est parfois délicat. Il faut aussi savoir que la nicotine potentialise l'effet de la caféine, qui est souvent associé à la cigarette. Une modification des sécrétions. Les sécrétions nasales ou bronchiques vont se remettre en route, car le système nerveux parasympathique, responsable de la réparation et de la récupération, a été relancé. Le nez peut commencer à couler, la toux peut même s'accentuer la première semaine en raison de la remise en marche du processus de nettoyage bronchique qui avait été paralysé par le tabac. Chapitre 8. La respiration. Nous abordons une nouvelle forme de prise de pouvoir que la cigarette a mise en place. La nouvelle imposture, un nouveau court-circuitage. La nicotine se fait passer pour l'acétylcholine et maîtrise la régulation du système nerveux à vos dépens. Le fumeur a offert sa respiration au tabac. Le tabac est pervers, il détourne à son avantage des phénomènes physiologiques de base. D'abord le système nerveux, ensuite le système respiratoire, qui est l'objet de mon propos ici. La vie, c'est de l'énergie. En tant qu'animaux, nous sommes animés de vie. Le mouvement est la caractéristique de l'être vivant et l'une des caractéristiques supplémentaires de l'homme. Mouvement et émotion, les mouvements. Ne cherchez pas au dictionnaire, il n'y est pas. Donc, mouvement et émotion sont sous le contrôle du système nerveux, volontaire pour le premier, autonome pour le second. Les mouvements internes qui nous maintiennent en vie, les battements du cœur, les ondulations de l'intestin, les frissons sous la peau, les envies impérieuses de la vessie et les mouvements respiratoires sont aussi du domaine du système nerveux autonome, je crois l'avoir déjà écrit. L'énergie du mouvement musculaire est issue d'un carburant très simple, le mélange d'oxygène et de carbone pris dans le sucre, un hydrate de carbone. Dans les moteurs d'automobile, c'est le même principe. Le carburateur mélange l'oxygène de l'air et le carbone issu du pétrole, un hydrocarbure. L'oxygénation du sang contenant le sucre se fait dans les poumons. C'est notre carburateur, notre carboaérateur. Le sucre, c'est le système nerveux autonome qui se charge de sa digestion, en particulier le cortisol, vieille connaissance, qui augmente l'approvisionnement par le biais de l'insuline. Pour l'oxygène, c'est le système respiratoire. Le système respiratoire est lui aussi branché sur le système nerveux autonome pour que la régulation soit automatique et couplée à l'approvisionnement en sucre afin que le mélange oxygène et carbone soit adapté aux aléas des besoins. Le carburateur de l'auto est couplé à la pédale d'accélérateur pour que le mélange des tenants soit adapté au détour de la route. Le fonctionnement du système respiratoire est donc, en théorie, automatique et en dehors du contrôle de la volonté. En théorie seulement, car la respiration possède une faille dans laquelle nous allons nous insinuer pour prendre un certain contrôle de la machine. Le système respiratoire est le seul organe du système autonome sur lequel il existe une possibilité de prise de contrôle. Vous pouvez accélérer votre rythme respiratoire, le ralentir, le rendre plus profond, plus ample, plus abdominal, plus thoracique. Les modalités de contrôle de la respiration sont nombreuses. Profitez-en. Il est aussi impossible d'en abuser. Essayez donc de vous suicider en arrêtant de respirer. Le système nerveux autonome sentira vite le danger, il reprendra le contrôle pour vous maintenir en vie. C'est son seul rôle. Avez-vous remarqué que la quasi-totalité des pratiques de bien-être et de santé passent par la respiration? C'est qu'ils n'ont pas tellement le choix. Équilibrer le système nerveux autonome et le renforcer,
C'est l'objectif de toutes les pratiques de santé. La santé se caractérise par un système nerveux autonome fort, équilibré et stable. La posture du tabac est renforcée par l'utilisation de la respiration. Le fumeur, cet être sensible au stress et aux émotions, a trouvé un moyen discret de faire ses exercices respiratoires sans se faire remarquer. Il lui suffit de tenir une cigarette entre ses doigts et de pratiquer son exercice de rééquilibrage émotionnel en y puisant son inspiration. En matière de gestion du stress, le fumeur a une longueur d'avance sur le non-fumeur. Dès qu'il est en situation embarrassante, il s'en débarrasse en respirant, inhalant au passage d'autres éléments qui viennent renforcer son apparente maîtrise. L'inspiration stimule le système nerveux sympathique, accélère le cœur et entraîne tous les organes pour la mise en mode fuite ou combat. L'expiration stimule le système nerveux parasympathique, ralentit le cœur et met tous les organes de l'action au repos pour privilégier ceux de la réparation, de la restauration de l'énergie, du repos et de la relaxation. La respiration volontaire permet ainsi d'envoyer un message codé à notre système nerveux central pour lui dire de mobiliser de l'énergie et de la reconstituer. C'est au niveau d'un petit organe dans notre cerveau, l'hypothalamus, que cette information est centralisée et redistribuée à travers tout le système nerveux autonome. Si vous voulez vous en convaincre, je vous propose un petit exercice en 2 parties. Premier exercice. Inspirez profondément. Comptez lentement jusqu'à 5. Expirez rapidement en 1 ou 2 secondes. On recommence une fois. Inspiration, on compte jusqu'à 5 lentement. Expirez en 1 ou 2 secondes. Que remarquez-vous? La plupart des personnes ont une sensation de bouffée d'énergie. C'est sympathique. Deuxième exercice. Faites le contraire. On va inspirer rapidement et puis on va expirer lentement en vidant complètement nos poumons en comptant lentement jusqu'à 5. On y va, on inspire rapidement et puis on expire lentement jusqu'à 5. Que remarquez-vous? Une sensation de calme et de repos? C'est sympathique aussi pour vous, mais en fait, c'est parasympathique pour votre système nerveux autonome. L'un des objectifs de la méthode présentée dans ce livre est de rendre votre respiration consciente et de l'utiliser activement et non plus de la subir. Si la peur, le stress, l'anticipation d'un danger accélère votre respiration, c'est en préparation d'un état de fuite ou de combat, comme vous le savez. Le fait d'apposer une fréquence respiratoire consciente, calme et régulière va modifier l'information que le cerveau reçoit. Il a été démontré par de très nombreuses études cliniques officielles que le fait d'adopter une respiration adéquate peut rehausser l'humeur, entraîner un état de relaxation, protéger des effets du stress, améliorer le contrôle de la douleur et soulager un grand nombre de symptômes allant des migraines à la digestion. Le docteur Fried a expliqué que la respiration normale n'a pas été suffisamment prise en compte par les médecins et les psychiatres. Dans ses propres études cliniques, il a démontré que des schémas respiratoires anormaux sont la complication ou la cause d'environ 50 à 70% des plaintes en consultation. L'entraînement à une meilleure technique respiratoire peut soulager des problèmes émotionnels, améliorer des symptômes circulatoires, régler un bon nombre de troubles somatiques. La respiration est la voie royale pour accéder au système nerveux autonome. Vous avez
a prudemment autorisé la nicotine à l'emprunter et elle n'a jamais voulu vous la rendre. C'est ce qui fait la force de la dépendance au tabac. C'est le passage par la respiration. Vous avez autorisé un véritable coup d'État interne, une prise de pouvoir. C'est donc par la respiration que vous allez reprendre le pouvoir et vous réapproprier la voie royale pour vous. Au chapitre suivant, nous abordons la cohérence cardiaque. Elle devrait s'appeler la cohérence cardio-respiratoire, car elle est basée sur la régulation du système nerveux autonome par la respiration. C'est par la respiration que vous reprendrez le contrôle. Chapitre 9. La cohérence cardiaque. Vous le savez peut-être, la cohérence cardiaque est ma spécialité. La méthode pour ne plus fumer, présentée dans ce livre, est centrée sur la cohérence cardiaque pour équilibrer votre système nerveux autonome. La cohérence cardiaque est une pratique basée sur la respiration. Elle est destinée à intervenir sur les deux branches antagonistes de ce système de régulation de tous les automatismes du corps humain. En introduction, je ne vous présenterai que les informations nécessaires à la compréhension rapide de la cohérence cardiaque et à l'application pratique des exercices qui seront proposés. Si vous désirez approfondir vos connaissances sur la cohérence cardiaque, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez consulter le livre 365, Cohérence cardiaque. Disponible dans toutes les librairies, il explique clairement et simplement la pratique de base de la cohérence cardiaque et le mode de fonctionnement. Ce livre est également disponible en version électronique. Vous pourriez donc le télécharger instantanément pour avoir les informations complémentaires dès aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est consulter le site web généraliste www.cohérencecardiaque.org. Les notions de base. La variabilité de la fréquence. Le cœur accélère et ralentit en permanence sous l'effet constant du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique accélère le cœur, adrénaline. Le système nerveux parasympathique ralentit le cœur, acétylcholine. C'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est normal et totalement automatique, sous la dépendance du système nerveux autonome que vous commencez à bien connaître. Si on enregistre les accélérations et les décélérations du cœur en temps réel, on observe une courbe irrégulière et chaotique. Et c'est normal, car le système nerveux autonome s'adapte en temps réel à l'environnement, aux pensées, aux émotions, aux bruits, etc. Effet de la respiration sur la variabilité de la fréquence cardiaque. À chaque inspiration, le cœur accélère, à chaque expiration, le cœur ralentit. Cette synchronisation s'opère que la respiration soit volontaire ou involontaire. C'est ce qu'on appelle l'arythmie sinusale respiratoire. Vous n'avez absolument pas besoin de vous en souvenir, un grand nombre de médecins n'en ont même jamais entendu parler. L'aspiration stimule le système nerveux sympathique, l'expiration stimule le système nerveux parasympathique. Et là, ça commence à devenir intéressant. On a un moyen simple d'influencer par la volonté l'un ou l'autre de ces systèmes qui, normalement, sont autonomes. Effet de la respiration sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Chaque fois que vous respirez de façon consciente en prêtant toute votre attention sur la respiration, celle-ci a tendance à devenir régulière. Les inspirations et les expirations plus amples et de durée sensiblement égale. Dans ce cas, si on enregistre les accélérations et les décélérations du cœur en temps réel, on observe une courbe devenue régulière. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque.
Les accélérations et les décélérations se succèdent à intervalles réguliers. La courbe est périodique, c'est la définition physique de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est la synchronisation de la variation des accélérations et des décélérations du cœur sur la respiration consciente et régulière. Effet d'une respiration à 6 cycles respiratoires par minute. Chaque fois que vous respirerez 6 fois par minute, par exemple avec 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, la courbe de la variabilité cardiaque devient très ample, haute, allant jusqu'à être 4 fois plus ample qu'à l'état normal. C'est cette fréquence respiratoire de 6 par minute qui donne la plus grande variabilité de la fréquence cardiaque. C'est la cohérence cardiaque maximum qu'on appelle aussi la résonance cardiaque. Chaque fois que vous allez respirer de façon consciente, ample, à 6 respirations par minute, votre cohérence cardiaque sera maximum. C'est à cette fréquence respiratoire que la stimulation alternée du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique est la plus importante. C'est donc cette fréquence respiratoire que nous allons utiliser pour modifier et reprogrammer votre système nerveux autonome. Par la suite, dans ce livre, nous ferons référence à F6 pour désigner cette fréquence respiratoire particulière, 6 respirations par minute. 5 secondes d'inspiration suivies de 5 secondes d'expiration. Il y a d'autres façons de se mettre en cohérence cardiaque. Elles ne seront pas abordées dans ce livre car vous allez utiliser la respiration de façon exclusive. C'est par la respiration que vous avez introduit le virus informatique nicotine. C'est donc par la même voie que nous allons introduire la reprogrammation de vos circuits neuronaux. Les effets de la cohérence cardiaque. De nombreux effets intéressants ont été observés par la pratique de la cohérence cardiaque. Tous les effets physiologiques et psychologiques proviennent de l'impact de la cohérence cardiaque sur le système nerveux autonome. La pratique de la cohérence cardiaque serait semblable à un entraînement de type sportif ou musculaire. On pousse volontairement un système au maximum pour le renforcer, pour développer un muscle ou l'endurance. C'est exactement ce qui est fait dans le cadre de la pratique de la cohérence cardiaque. On pousse le système nerveux autonome au maximum dans le sens sympathique, puis au maximum dans le sens parasympathique, tout en équilibrant les deux systèmes. L'alternance équilibre le système et l'amplitude maximum le renforce. La cohérence cardiaque équilibre le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. On peut l'observer en faisant des dosages de cortisol, de DHEA et en étudiant leur rapport. De nombreuses autres méthodes ont également été testées. Cet état de neutralité et de recentrage est à la base des effets physiologiques, équilibre des neurotransmetteurs et des neurohormones, et des effets psychologiques, stabilisation et équilibre émotionnel. Le recentrage du système nerveux autonome par la respiration agit précisément sur le déséquilibre induit par la nicotine. À ma connaissance, la désaccoutumance à la nicotine par la pratique régulière de la cohérence cardiaque est la seule méthode qui agit précisément sur les mêmes récepteurs que la nicotine. Je n'ai pas la place ici pour détailler tous les effets de la pratique régulière de la cohérence cardiaque. D'autres ouvrages en parlent. Mon objectif est centré sur votre problème avec la nicotine et d'en venir rapidement aux faits, aux effets qui vous concernent. Vous aurez les explications nécessaires lorsque j'aborderai la méthode en pratique. En ce moment, je pose les bases nécessaires à cette compréhension du principe. La pratique de la cohérence cardiaque. À plusieurs reprises, dans les lignes qui précèdent, j'ai écrit « pratique » de la cohérence cardiaque.
La cohérence cardiaque est une pratique, en tout cas, elle doit le devenir si vous désirez obtenir des résultats. Voici pourquoi. Les effets physiologiques, équilibre du système nerveux autonome, régulation des neurotransmetteurs et des hormones, et physiologiques, régulation émotionnelle, ne sont obtenus que si la respiration dure assez longtemps. Quelques minutes suffisent. Il semblerait que 3 minutes soient suffisantes pour obtenir les premiers résultats. Nous préconisons 5 minutes pour être sûr d'avoir un résultat. Si vous pratiquez plus longtemps, les résultats seront meilleurs. Mais commencez donc par 5 minutes. Cela vous paraîtra déjà assez long lorsqu'on ne fait qu'observer sa respiration. Cela a fonctionné pour des dizaines de milliers de personnes. Cela fonctionnera aussi pour vous. Les effets physiologiques et psychologiques ne durent pas longtemps, quelques heures, et ce, quelle que soit la durée de la séance. Les dosages de cortisol et les essais en clientèle montrent que la durée des effets serait de l'ordre de 4 heures en moyenne. C'est à partir de ces deux constatations que j'ai créé la règle du 365 et écrit le livre qui explique en détail les raisons du 3, du 6 et du 5. 365 en bref. 3 fois par jour. L'effet ne dure que 4 heures. 6 respirations par minute. C'est la fréquence qui donne la plus grande amplitude. 5 minutes, c'est la durée minimale pour avoir un effet. Pour l'exercice de base, c'est tout ce dont vous avez besoin de vous souvenir. 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. La première étape de la méthode pour ne plus fumer que je vous propose, met en place cette pratique de base pour la rendre rituelle et totalement incorporée à votre vie de tous les jours. La cohérence cardiaque n'entraîne pas d'accoutumance ou de dépendance, et c'est dommage. Il faudra donc de la volonté pour pratiquer régulièrement tous les jours, 3 fois pendant 5 minutes. Les étapes 2 et 3 introduiront une autre pratique de cohérence cardiaque instantanée non ritualisée. C'est le calme express. Enfin, l'étape 4, la dernière, associe la cohérence cardiaque avec un choix, une décision volontaire, cigarette par cigarette. C'est à cette étape ultime que la volonté intervient.